Depuis que je suis cette formation, espère, j'ai réalisé en fait que je suis ce que je sais, ça ne m'intéresse plus. C'est ce que je sens, ce que je ressens, ça m'intéresse. En chaque seconde de ma vie, à chaque instant, c'est ce que je sens, ce que je ressens en fait. Et je me suis dit, je ressens ça, je goûte ça, j'entends ça. C'est par rapport à mes cinq sens que je définis ma position. Et j'ai lié ça avec la méthode qui met un peu en avant ces cinq sens. Et je voulais avoir votre position par rapport à ça. Quel est le rapport entre la méthode et les cinq sens qu'on a, nous? Comment elle les développe, elle les met pour parler des trois autres? Eh bien, déjà, rappelez que nous sommes des êtres de relation, fondamentalement. On ne peut pas ne pas communiquer. Même quelqu'un de très silencieux, il communique, mais avec ses autres sens, le regard, le toucher, les vibrations, l'odeur, etc. Donc nous sommes fondamentalement des êtres de relation. Deuxièmement, il faut dénoncer cet immense scandale que dans aucun pays au monde, on ne nous apprend à communiquer. Nous sommes des infirmes. On nous apprend à se laver les dents, à se peigner, à se laver les mains, à se nettoyer les ongles, plein de choses. On ne nous apprend pas à mettre en commun. Donc, vous savez mon combat, je souhaite qu'on apprenne la communication à l'école comme une discipline à part entière, comme le calcul, l'histoire, la géographie, le roumain, le français, l'anglais, comme une matière à part entière. Donc, la méthode ESPER, c'est vrai, a tendance à valoriser le ressenti. Autrement dit, pas ce qu'on pense, pas nos connaissances. En français, connaissance écrit un seul mot, mais valorise la connaissance. C-O, trait d'union. Naître avec. Naître avec. Et non pas savoir des choses sur l'autre. J'irai plus loin avec vous si j'accède à votre ressenti que si je sais, par exemple, que vous n'aimez pas ceci, vous n'aimez pas cela, ou que vous avez fait ceci, vous avez fait cela. C'est pas ce que vous avez fait qui est important. C'est pas ce que vous avez dit, c'est qu'est-ce que vous ressentiez, qu'est-ce que vous viviez, vous voyez ici, quand vous viviez cela, ou vous faisiez cela. Votre projet de enseigner la communication à l'école, où en êtes-vous de ce projet d'abord? Et puis, deuxième question que j'ai envie d'enchaîner avec, c'est quel est votre futur projet concret? Alors pour mon projet d'enseigner la communication à l'école, je le dis avec beaucoup de simplicité, ça ne passe pas, ça n'arrive pas au ministère de l'Éducation nationale, aux personnes décisionnelles. Il n'y a pas une réelle volonté d'apprendre la communication. Il y a même beaucoup de résistance ou de sabotage. Et pourtant, j'ai été décoré. J'ai une décoration par 2 ministres de l'Éducation nationale, 2 présidents de la République, en remerciement pour mes travaux sur la communication à l'école, etc. Mais ça ne se traduit pas dans les faits. Comment expliquez-vous cela? J'imagine que vous avez essayé de vous donner. J'explique ça pour plusieurs raisons. D'abord, introduire un enseignement de la communication, c'est bouleverser toutes les relations. C'est changer de regard, c'est changer de dynamique, c'est abandonner un certain nombre de croyances qui sont erronées, mais derrière lesquelles on se cache et qu'on met en avant. Donc, ça ne viendra pas du haut, ça viendra de la base.
le jour où les parents descendront dans la rue et se mettront en grève pour qu'on enseigne la communication à l'école. Je souhaite que cela arrive. Et par rapport à votre futur projet? Alors, mes futurs projets, j'en ai beaucoup. Je souhaiterais réaliser... Je trouve que la télévision est un outil formidable. Mal utilisé. Mal utilisé. Quand je vois la médiocrité, la pauvreté des émissions de télévision, c'est scandaleux. Donc je souhaiterais réaliser une série avec des petits spots, vous voyez, de 3 minutes qu'on passerait tous les soirs, mettons à 8h moins 5, à une heure de grande écoute, sur une règle d'hygiène relationnelle, sur un outil, sur un enjeu relationnel qui apprendrait à la fois sous une forme ludique, avec des personnages, vous voyez, et didactique, qui ferait que les gens, après avoir vu cela, tiens, je pourrais faire ça, tiens, je pourrais communiquer autrement avec ma fille, mon fils, avec mon mari, avec ma mère, mon père. Voilà. C'est un très beau projet. Je trouve, mais je n'ai pas trouvé ni de producteur, ni de réalisateur. Et pourtant, j'ai fait beaucoup d'émissions de télévision. Mais, vous savez, en France, on vous dit, dites-moi tout sur la communication en 4 minutes. Fait des séquences très courtes. Ça, c'est un de mes projets. Un autre projet, c'est que je souhaite continuer à écrire. Donc, j'ai plusieurs projets de livres sur les fameux fontaines. Un sur, dont j'ai déjà le titre, qui s'appellera « La ferveur de vivre ». La ferveur du livre pour donner aux gens l'envie de respecter la vie qu'il y a en eux. Que c'est le plus beau cadeau qu'on a reçu au moment de la conception. La vie que nous ont donnée nos géniteurs, nos parents. Si vous vous écoutiez, j'imagine que vous le faites suffisamment. Comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui, vous, Jacques Salomé? J'ai presque honte de le dire, je me sens un homme comblé, vraiment comblé. Je m'aperçois, je viens de très loin, j'ai une enfance difficile, une enfance douloureuse. J'étais malade, j'ai passé 5 ans de ma vie couché dans le plâtre, j'étais maladroit dans mes relations. J'ai fait beaucoup de chemin et j'ai réalisé beaucoup de mes rêves. Que ce soit en termes d'écriture, j'ai 5 enfants, je suis le père de 5 enfants. Je trouve qu'ils construisent leur vie. Je vis dans une maison magnifique, j'ai pas de dette, je ne dois rien à personne. J'ai un peu mal au genou de temps en temps, qui fait que je marche parfois avec une canne, mais ça va, j'ai 75 ans, je me sens vivant, je suis amoureux, je reçois de l'amour, j'ai une vie sexuelle satisfaisante, pleine. Je m'étonne, je croyais que quand on vieillissait, bien que le désir disparaissait, mais non, il est toujours là. Ça m'étonne encore, qu'est-ce que je peux dire encore? Je le dis avec santé, un peu de pudeur, je me sens privilégié. Je me sens privilégié, je n'ai pas de problème financier, je gagne bien ma vie avec les milliers de livres qui sont vendus. Je suis traduit en 33 langues. En 33 langues. Alors voilà, j'ai des rêves et ils approchent. Je vais en réaliser encore quelques-uns. Et puis, et ça c'est une croyance profonde chez moi,
Je crois que la vie n'est qu'une succession de naissances. Nous passons notre vie à nous mettre au monde. Et je crois que j'ai encore quelques naissances qui vont venir. Ma question c'était, oui, vous êtes un homme comblé, ça se sent, ça se voit. Je voulais savoir comment vous gérez les accusations, peut-être des certains qui disent, ben voilà, par rapport à la méthode, par rapport au nombre de livres écrits, par rapport... Donc, j'imagine qu'en France, il y a des tas de... Plutôt en France, ou sur... Comment vous gérez ça? Alors, je vais vous le dire, je ne le gère pas. Moi, je considère qu'une relation à deux bouts, dont l'autre, il a le droit de penser que je suis pas sérieux, que je gagne de l'argent avec la souffrance des autres, que ce que je dis n'a pas beaucoup de valeur, ou que c'est formidable. Donc, à l'autre bout de la relation, l'autre peut penser ce qu'il veut sur moi. Et moi, je ne gère pas ça. Par contre, si il me le dit à moi, s'il se confronte à moi, ben je me positionne, je dis ce que je fais, je rappelle les valeurs qui m'habitent, je témoigne des actions que j'ai conduites, voilà. Il peut changer d'avis ou pas changer d'avis, ça lui appartient. Voilà. Je ne gère pas les accusations qui peuvent venir sur moi. Je comprends. Cependant, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous arrivez à ne pas vous laisser blesser, puisque j'imagine même au départ, je me mets à votre place. Bon, je me dis, on commence à avoir un peu de succès, et puis les premières attaques qui arrivent. Ça, c'est vrai. Comment la clé de tout ça, je vais vous le dire, le succès est mal vu dans les relations humaines. Vous êtes un chanteur, vous avez du succès, bravo. Moi, par exemple, je suis psycho, machin chose, j'écris un livre qui est le best-seller des presses universitaires. Relations d'aide et formation à l'entretien. C'est un manuel qui fait que je suis invité au Liban pour la formation des psychothérapeutes, etc. Donc, eh bien, je suis très jalousé par mes collègues universitaires. C'est trop simple, c'est trop facile. Je suis disqualifié. Et oui, ça change rien. Ça ne change rien au succès du livre. Parce qu'il y a un grand principe dans les relations humaines. C'est ce que j'appelle la sanction de la réalité. Voilà. Mes livres sont lus à 6 millions d'exemplaires. Non, pardon. Ils sont achetés à 6 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si vous savez qu'il existe donc ce qu'on appelle un quotient de lecture. Les romans, en général, ont 1,2. Vous tirez 10 000 exemplaires, vous avez 12 000 lecteurs. Bibliothèques, les prêts, etc. Voilà. Il y a eu une enquête au Canada et on a découvert que moi j'avais un quotient de lecture de 4,6. Dont 6 millions d'exemplaires multipliés par 4,6, ça fait plus de 25 millions de lecteurs. C'est énorme. C'est énorme. Je parle en langue française. C'est énorme. Donc j'ai touché à peu près. Plus ou moins. Plus ou moins. Il y a des gens qui m'écrivent « J'ai lu Le courage d'être soi, ça a changé ma vie. » Ou j'ai lu « Papa, maman, écoutez-moi vraiment. » J'ai compris tout ce que je faisais comme erreur avec mes enfants. Vous voyez, des véritables révolutions. Ou pas. Je vous ai demandé comment vous gériez les accusations des autres et justement maintenant comment vous gérez ce succès parce que vous êtes quelqu'un d'humble, de modeste, de très humain. Comment vous faites ça?
avec les succès que vous avez? J'ai pas de réponse. Je crois que, comme je viens d'un milieu humble, ma mère a fait des ménages toute sa vie. Des ménages pour nous tenir à l'école, mon frère et moi, comme elle disait, pour qu'on devienne quelqu'un. Et je crois que j'ai gardé cela, donc j'ai pas besoin de... Je vis très confortablement et je vis très simplement. Je n'ai pas 3 voitures. J'ai 2 voitures parce que je vis à la campagne. Donc si j'ai une panne, je ne peux plus me déplacer. Donc j'ai toujours une petite voiture de secours. Voilà, pour dépanner l'autre. Ça m'arrive parfois. Heureusement que j'ai une seconde voiture. Mais voyez-vous, je n'ai pas un yacht, je n'ai pas un chalet à la montagne, etc. Je vis de façon très simple. Ça, je crois que ça vient de mes origines. Je crois, je vais le dire de cette façon, que je n'ai pas trahi mes origines. Fidèle à vos origines. Donc, mission de fidélité. Oui, je suis fidèle. C'est très important ce que vous venez de dire, parce que, par exemple, tout le monde le remarque, je n'utilise pas de jargon psychologique. Mes livres peuvent être lus par tout le monde. Ma mère qui avait arrêté l'école à l'âge de 11 ans, qui savait à peine lire, elle pouvait lire mes livres. Voilà. J'écris dans un langage simple, accessible à chacun.